Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir Olivier Faure. Olivier. La question de la soirée, c'est le sondage du soir. Qui préférez-vous pour la primaire socialiste? Ça vous intéresse, j'imagine, le résultat, on va le regarder. Il y avait deux hypothèses. Présence d'Emmanuel Macron ou absence d'Emmanuel Macron. Dans les deux cas, regardez quelle est la réponse qui arrive en tête. Aucune de ces personnalités, aucun de ces candidats. François Hollande juste derrière, donc c'est lui, le candidat, par défaut, si on doit analyser ces résultats. Comment vous les analysez, vous? Je crois qu'aujourd'hui, les socialistes, de manière générale, ceux qui se reconnaissent dans cette politique, dans cette famille politique, sont un peu écartelés. Écartelés entre d'un côté Emmanuel Macron, qui représente une aile centriste de la gauche, et puis Arnaud Montebourg, Renaud Hamon, qui tire au contraire vers Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est pas ce qui est dit dans ce sondage. Ce qui est dit dans ce sondage, même ils sont présents là, Emmanuel Macron, François Hollande, c'est que la personnalité qui est préférée, c'est aucune. Aucun de ces noms-là. Je vois à la fois que, effectivement, aucun de ces noms-là n'est préféré, mais en même temps, je vois quand même qu'il y a un ordre et qu'il y a des préférences malgré tout. Bien entendu. Et donc, est-ce que ça ne s'appelle pas un candidat par défaut, ça? Ce que je pense effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a des socialistes, un électorat qui est écartelé entre des candidatures pour lesquelles aucune n'incarne effectivement le centre de gravité de ce qu'est la gauche. Et celui qui l'incarne le mieux, si je lis votre sondage, ça reste François Hollande. Le moins mal. Le moins mal, si vous voulez. Non, c'est pas moi, c'est les chiffres qui le disent. Oui, si vous voulez, si les chiffres le disent. Ce sont les chiffres qui le disent, voilà. Ce sont les sympathisants de gauche qui ont répondu. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un problème d'offre politique. Et je pense malgré tout que François Hollande est celui qui, d'après ce sondage, reste celui qui peut l'incarner le mieux. Ça reste à démontrer, ça reste aussi hypothétique puisqu'il n'est pas encore candidat lui-même à la primaire et à l'élection présidentielle. Ce que vous voulez dire, c'est que la photo peut changer une fois qu'elle est plus nette, c'est ça? Moi, ce que je crois, c'est que quand nous aurons une campagne au cours de laquelle, éventuellement, le président de la République, s'il est candidat, peut faire la démonstration à la fois de ce qu'il a fait et de ce qu'il veut faire de la deuxième quinquennat. Vous avez un doute sur le fait qu'il soit candidat? Moi, aucun. Ah bon. Moi, aucun. Mais vous dites s'il est candidat. Parce qu'il ne s'est pas encore déclaré. Mais parce que tant qu'il ne s'est pas déclaré, je ne fais pas de politique fiction et je ne peux pas anticiper une décision qu'il n'a pas encore vraisemblablement complètement prise. Mais effectivement, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il en a envie et pas de doute non plus sur le fait qu'il est nécessaire qu'il soit candidat. Jean-Christophe Cambadélis, le patron de votre parti, estime que les candidats déclarés ne sont pas là pour faire gagner la gauche, mais pour empêcher ou faire trébucher François Hollande. Vous êtes d'accord avec lui? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une espèce de guerre d'empêchement et qu'en réalité, un certain nombre de candidats cherchent à éviter... Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'être candidats, pardon? Ah ben non, c'est pas ce que dit Jean-Christophe Cambadélis. Il dit qu'ils ne sont pas là pour faire gagner la gauche, ils sont là pour empêcher François Hollande. Il dit qu'aujourd'hui... Ou le faire trébucher. Non, il dit qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a avec un certain nombre de candidats de gauche, c'est qu'au lieu de s'adresser au camp d'en face et de faire feu sur le quartier général d'en face, ils font feu sur le chef de l'État qu'ils ont souvent servi comme ministre. Et donc, il y a une forme d'aberration à ce que des talents comme ceux-là se perdent dans ce combat-là, qui est un combat... Ça s'appelle une primaire, Olivier Faure, c'est vous qui l'avez inventé en France. Pas vous, Olivier Faure, mais le Parti Socialiste. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a en fait une compétition et qui est normale et qui est légitime et que je souhaite. Mais en même temps, cette compétition, elle ne peut pas se faire exclusivement sur la base de la dénonciation des uns ou des autres. Il faut quand même arriver à porter un projet et en même temps regarder... comparer avec le camp d'en face, parce que c'est ça, la compétition démocratique, elle ne se fait pas uniquement entre nous, Arnaud Montebourg dit ce soir que ça manque un peu de neutralité, tout ça, au Parti Socialiste. C'est un petit peu ennuyeux pour l'organisation de la primaire. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est une polémique classique. Avant toute primaire, on cherche à se garantir, créer des rapports de force. Et donc, Mais imaginez Laurent Wauquiez qui dise tous ceux qui sont contre Nicolas Sarkozy ne sont pas là pour l'alternance, ils sont là juste pour faire chuter Nicolas Sarkozy. Reconnaissez que ça crée un petit peu de froid quand même à droite. La différence qu'il existe entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est que Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République, François Hollande l'est encore, et qu'il a été désigné dans une primaire justement, et puis élu par les Français en 2012, et que ça suppose le respect d'une action que nous menons collectivement. On n'est pas, ils sont pas comme ça, on n'est pas dans un mouvement état gazeux, on est quand même dans un collectif, et dans ce collectif, cela suppose malgré tout de continuer à être solidaire de ce qui se fait, parce qu'on peut avoir des désaccords, des divergences, et j'en ai eu aussi avec le chef de l'État. Il n'empêche qu'il est notre représentant aujourd'hui à la tête de l'État, il gouverne, et donc ça suppose le respect. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur cette analyse, et notamment concernant la candidature d'Emmanuel Macron. Daniel Cohn-Bendit, vous l'avez entendu ce matin, ce qu'il disait. Il disait, si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, Emmanuel Macron sera le seul à pouvoir le faire chuter dès le premier tour, en rassemblant à la fois les déçus de François
François Hollande, et les déçus du centre-gauche, du centre-droit, qui pourront se rallier à sa candidature. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse de Daniel Cohn-Bendit? Que Daniel Cohn-Bendit est un marmiton de la politique, hein, et qu'il essaye de nous expliquer ce qui pourrait se passer virtuellement si. Avec tous ces si, on pourrait mettre l'élection présidentielle en bouteille. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas faire de politique fiction. Attendons de savoir qui sont les candidats, qui gagne la primaire à gauche. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera candidat ou pas? Qu'a-t-il à proposer aux Français? Qu'en est-il de son projet? Quand tout ça sera posé sur la table, effectivement, nous pourrons commencer à spéculer. Mais à ce stade, franchement, tout le monde serait bien inspiré de ne pas commencer à aller trop vite et de ne pas brusquer les échéances. Désolé Olivier Faure, vous n'échapperez pas à la question sur les ancêtres les Gaulois. Ça a encore rebondi aujourd'hui avec ce tweet d'Alain Juppé d'ailleurs, qui réagissait. Comment il disait? Nullité du débat politique que soulèvent certains à droite et à gauche. On débat des Gaulois et si on parlait d'avenir? Nicolas Sarkozy d'ailleurs lui répond ce soir qu'il ne se prive pas pour élever le débat, dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais que j'ai les mêmes origines que vous, Lié Galzi, et qu'elles ne sont pas toutes gauloises, et que donc... Une fois de plus... C'est pas ce qu'il voulait dire, Nicolas Sarkozy. Lui, il a des origines hongroises. Il dit oui. On s'inscrit dans un roman national. Oui, voilà. On s'inscrit dans un roman national, certes. Mais malgré tout, en fait, on voit bien les clins d'œil qu'il affiche déclaration après déclaration. Ce qu'il a dit à Calais, quand il a parlé des migrants en parlant de dégâts. On voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la droite est face à un problème Sarkozy. Et si Sarkozy devait l'emporter demain, la droite n'aurait même pas de candidat à l'élection présidentielle. En revanche, la France aurait deux candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Ce que Sarkozy dit aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen l'aurait dit il y a quelques années, tout le monde se serait enflammé. Pour vous, les digues sont complètement tombées, là, ça y est, il n'y a plus de limite, là. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, pour gagner la primaire et créer un effet de levier sur la présidentielle, est en train de saccager, y compris la droite républicaine. Et ce que je déplore, et il entraîne tout son camp vers des extrémités desquelles ils ne reviendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils font eux-mêmes sauter les digues psychologiques, philosophiques, politiques, et qu'en réalité, ils ouvrent au fur et à mesure des boulevards à l'extrême droite, ce qui est insupportable. Et de ce point de vue, je comprends l'inquiétude d'Alain Juppé. Une question d'actualité, inquiétude de certains maires sur les fameux fichiers S. Vous savez, le maire d'Évreux qui a demandé la liste des fichiers S dans sa commune, il voulait savoir s'il y avait un risque auprès de ses employés municipaux, notamment ceux qui gardent les écoles, par exemple. Est-ce que vous le comprenez? On lui répond du non, il n'est pas très content. Écoutez, je comprends l'inquiétude. On dit qu'il y a plusieurs milliers de fichiers S en France et donc chacun se demande s'il en côtoie tous les jours. Et chacun aimerait connaître cette liste. Mais peut-être vous-même êtes-vous fiché S. Il suffit pour cela d'avoir parmi vos contacts, vos amis, quelqu'un qui l'est lui-même. Et un jour, il va demander de porter une valise à un de ses amis en lointaine banlieue. Et peut-être l'avez-vous fait et vous transportiez à l'insu de votre plein gré une Kalachnikov. La fiche S, elle permet simplement de noter des gens qui sont soupçonnés d'avoir des liens avec le terrorisme. Soupçonnés, ça ne veut pas dire coupable. Et donc, ces fiches S, elles ont pour objet... Donc il vaut mieux prendre le risque d'apprendre un jour qu'il y a un fichier S soupçonné de lien avec le terrorisme qui est passé à l'attaque dans une école où il aurait été employé municipal. Par exemple, vous imaginez la polémique avec le maire derrière, surtout si c'est un des maires qui a demandé. Est-ce que vous voyez venir la polémique, Olivier Faure? Est-ce qu'il faut l'attendre, cette polémique-là? Mais je vois très bien venir la polémique, mais ce que je sais aussi, c'est que ces fiches, elles ont un objet. C'est de pouvoir surveiller des gens qui, s'ils se savaient surveiller, agiraient de manière différente. Et donc, l'intérêt des fiches S, c'est justement de ne pas être connus. De tout temps, il y a toujours eu des fiches S, il y a toujours eu des gens qui ont été fichés par les services de renseignement parce qu'ils étaient des menaces pour la sécurité publique. Et pour autant, jamais nous ne les avons connus parce qu'ils sont surveillés et que l'objectif, c'est justement de les maintenir dans un état de méconnaissance de leur situation. Si on devait demain les faire connaître, eh bien, ce serait une indication pour eux et ce serait profondément injuste pour ceux qui sont fichés S et qui ne le méritent pas. Dernière réaction à un autre sondage du jour, sur sondage fait par l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Apparemment, il y a de plus en plus on voit la religion de plus en plus dans l'entreprise, c'est ce que dit ce sondage. 65% des salariés disent avoir observé ce fait en 2016. Ils étaient que 50% en 2015. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, cette évolution? Bon, je pense que c'est une évolution regrettable, mais quelle est la traduction des contradictions, des tensions qui sont aujourd'hui celles de la société française et qu'il existe des replis religieux, identitaires qui ne sont pas
forcément le signe d'une bonne santé de notre pays. Et même si les entreprises n'ont pas à être neutres sur le plan religieux, la laïcité, c'est pour l'État, c'est pas pour les entreprises. Ça pourrait être une question. Hein. Nicolas Sarkozy souhaiterait que ça puisse s'adapter partout. Oui, mais ça n'a absolument... Enfin, si Nicolas Sarkozy... Vous ne pouvez pas dire que c'est regrettable et qu'il ne faut pas réglementer, sinon c'est pas regrettable. Si vous lisez quand même, parce que j'ai lu ce matin ce que disent les chefs d'entreprise eux-mêmes ne souhaitent pas de législation en la matière, eux-mêmes considèrent que ça se règle par le dialogue et par le consensus dans l'entreprise et qu'il n'est pas besoin d'aller chercher à inventer des solutions qui existent au cas par cas dans chaque entreprise. Mais effectivement, le fait religieux n'a pas sa place dans l'entreprise, ça doit rester d'ordre privé. Merci Olivier Faure d'être venu répondre à nos questions ce soir. Merci à vous. À suivre le journal, à tout de suite.